Assyria TV شلام اللوخن هدية يوخ جو باريس الشخيت دو فرنسا وإلى من ملبانا جوزيف يعقوب الديلي ملبانا طراي تلدايا بخايا جو فرنسا وبمخيوخ أمو رش زيارتا اد بابا الجرجستان وأذربيجان بخرط ديارخد إيلون ملبانا بشانتيلوخ. Joseph, dans un premier temps, peux-tu nous expliquer quel est l'objet de la visite du pape François en Géorgie et en Azerbaïdjan à la fin de ce mois? D'abord, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à tous les spectateurs de Assyria TV. Je pense que pour saisir l'importance de ce voyage, il faudrait le mettre dans un cadre plus global, le cadre du Caucase. Parce que en juin dernier, le pape avait été en visite officielle en Arménie, où il a rencontré les responsables de l'église arménienne. Il était à Etchmiadzin, le siège de l'église arménienne apostolique, et où il a été se recueillir au monument des martyrs arméniens tombés lors du génocide de 1915. Et voilà maintenant que le pape retourne dans cette région, pour visiter les deux autres pays de cette région qu'on appelle la Transcaucasie, qui est formée de 3 républiques. Il va en Géorgie, où il reste 2 jours, du 30 septembre au 1er octobre, et le dernier jour, le 2 octobre, il va en visite en Azerbaïdjan. Alors, comment interpréter cette visite sinon en nous référant au texte du Vatican? En Géorgie, il va rendre visite, discuter avec des chrétiens dans un pays qui est historiquement chrétien, puisque l'église orthodoxe géorgienne date du IVe siècle. Et c'est une femme, une esclave, Nino, qui a été canonisée par l'église, qui avait converti le roi de Géorgie à l'époque, et qui depuis le christianisme est devenu une religion nationale, et voire une religion de l'État, puisque en Géorgie, il est très difficile de séparer les facteurs nationaux des facteurs religieux. Alors il va rencontrer les dirigeants politiques du pays, et ensuite il a un entretien avec le catholicos patriarche, c'est ainsi qu'on le nomme, de l'église géorgienne, sa béatitude Ilia II, et dans la même foulée de la première journée, il la termine, et c'est ça qui est peu extraordinaire, il la termine par une rencontre à l'église Marshomon Barsobaya, de la communauté, comme il est dit dans le programme, communauté assyro-chaldéenne là-bas. Le lendemain, il continue sa visite, il rencontre les prêtres catholiques. Ce pays, il y a une petite minorité catholique latine et uniate, entre guillemets, pays, et il va célébrer une messe dans une grande messe, et ça, voilà pour les 2 jours qu'il passe en Géorgie. Ensuite, il continue sa visite, il va en Azerbaïdjan, il va à Bakou, où à Bakou,
Comme on le sait, l'Azerbaïdjan est un pays massivement musulman. 15% de la population est musulmane. Ils sont répartis entre le chiisme et le sunnisme. Les 2 tiers de la population sont des musulmans chiites, hein, vu sa proximité avec la Perse, l'Iran, et vu le rôle que l'Iran a joué dans ce pays depuis que les Sévévides, au début du XVIe siècle, ont pris l'islam comme religion nationale, religion d'État. Et le tiers ce sont des musulmans sunnites, hein, vu aussi les liens avec l'Empire ottoman. Donc tout cela s'explique par l'histoire. Donc il rencontre les responsables, il rencontre le grand cheikh des musulmans du Caucase, hein, à Bakou, et il rencontre la petite communauté catholique de ce pays, qui est gérée par les pères salésiens, qui sont pour la plupart des Polonais et des Slovaques, hein, des Slovaques pour la plupart. Et il rencontre également l'évêque de la communauté russe orthodoxe dans ce pays, parce que ça aussi, pour comprendre la présence des Russes dans ce pays, il faut faire appel à l'histoire. Le Bakou, l'Azerbaïdjan, comme l'ensemble des 3 républiques caucasiennes, ont été dominés par la Russie depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc ceci explique cette présence. Donc il y a un évêque, et il y a 15 paroisses orthodoxes, et il termine sa journée à la lumière de son programme par une rencontre avec la communauté juive. Ce sont les juifs caucasiens, qui ne sont ni ashkénazes, ni séfarades. Hein. Ce sont des juifs qui sont dans ce pays depuis très longtemps. Certains leur présence s'expliquerait par l'histoire des juifs de Babylone, des juifs de l'époque de Shalmaneser, le roi assyrien, Sargoun, Nabuchodonosor, et d'autres qui seraient venus de Perse. Hein, donc c'est un judaïsme qui est très historique dans ce pays, et grâce à cette visite du pape, ça va également mettre en valeur, vous voyez, ces petites communautés, comme la communauté assyro-chaldéenne en Géorgie, et la communauté juive qui est présente depuis très longtemps dans ce pays, et qui malgré leur faible nombre, hein, le pape a préféré les rencontrer, les écouter, et ce qui est quelque chose de très fort. Voilà. Joseph, on va parler de la Géorgie dans un instant un peu plus longuement, mais comment est-ce que le pape fait pour assurer les équilibres politiques? Parce que, comme tu l'as dit, il a été en Arménie où il a reconnu le génocide arménien et assyro-chaldéen d'ailleurs. L'Azerbaïdjan est l'allié indéfectible de la Turquie, qui lui en veut d'avoir reconnu le génocide arménien. Comment va-t-il s'en sortir de ce contexte plutôt difficile de tension entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? Oui, Anthony, c'est une question très, très importante. Mais peut-être avant de répondre directement à cette question, revenons à quelques éléments d'histoire récente, qui nous permettraient de saisir la politique actuelle du pape concernant l'Azerbaïdjan. Le Vatican et l'Azerbaïdjan sont en relation depuis 1997. Il y a des relations politiques entre les 2 pays. Jean-Paul II avait déjà été en visite en Azerbaïdjan, dans ce pays, en 2002. Hein, et fort de ces relations qui ont été établies entre les deux, l'Azerbaïdjan, comme État, a signé avec le Saint-Siège comme État un concordat qui date de 2011 et
Donc c'est le résultat de toutes ces rencontres, vous voyez, qui ont été préparées ces 20 dernières années. Et à la lumière, en vertu de ce concordat, l'Église catholique en Azerbaïdjan bénéficie d'une personnalité juridique et morale. Et le représentant de l'Église sur place, il a le titre de préfet apostolique. Donc, désormais, l'Église catholique est reconnue d'une manière positive par les autorités du pays. Il y a un échange diplomatique entre eux. Il y a un nonce apostolique qui est à Bakou. Et dans l'autre sens, il y a un ambassadeur qui représente l'Azerbaïdjan. Et je pense que tout cela aussi facilite un peu les liens. L'ancien président Aliyev, c'est lui qui avait donné un terrain pour l'Église catholique, pour construire l'église, l'église de l'Immaculée, Marie Immaculée. C'est là où le pape va aller rencontrer les catholiques de ce pays. Donc il y a eu des démarches, diplomatiques qui ont été couronnées par ce concordat. Et donc tout cela avec l'Azerbaïdjan se fait en fonction de cet agrément, cet accord qui existe entre les deux pays. Je me souviens du discours que Jean-Paul II avait fait en 2002 lors de sa visite, qui était aussi, il insistait également sur l'apport de ce pays, indépendamment des considérations politiques qu'on peut avoir sur le régime. Ce sont des visites de type diplomatique. Si elles peuvent promouvoir le dialogue intra-religieux et interreligieux entre l'islam et le christianisme, aux yeux du Vatican, c'est quelque chose qui est positif. Maintenant, comment assurer l'équilibre sur le plan politique, Et là, je reviens directement à ta question. Vu qu'entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie, il y a un contentieux extrêmement grave, qui est celui du Haut-Karabakh, puisque depuis 1992-1993, le Haut-Karabakh est devenu un territoire indépendant par rapport à l'Azerbaïdjan, et tous les territoires qui environnent le Nagorno-Karabakh sont entre les mains des Arméniens. Moi, j'avais été en 1992-93, j'avais été en mission, je faisais partie d'un groupe qui avait été à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. C'est autant dire que c'est un conflit qui envenime les relations entre les deux pays. Depuis, le conflit est gelé, quoique de temps en temps, il y a des combats sporadiques entre les deux pays, autour de la région du Haut-Karabakh. D'après les déclarations du pape, le pape disait, on verra ce qu'il va dire quand il sera en Azerbaïdjan. Il disait qu'il était pour une solution politique négociée, une politique pacifique négociée. Et d'ailleurs, ce terme figure dans la déclaration commune qui a été signée entre le pape et le catholicos Karekin II, quand le pape a été en visite en juin dernier en Arménie, à la Sainte Etchmiadzin. Il parle donc d'un accord politique négocié, tout en laissant aux intéressés la charge de voir les modalités de ce et il est vrai que ça va pas être facile pour le pape, mais on verra à la suite des discours qu'il tiendra là-bas, des contacts qu'il aura, quelle sera la suite. Joseph, on va maintenant
parler un peu plus spécifiquement de la Géorgie et de la place de la communauté assyro-chaldéenne dans ce pays. Tu as coécrit avec ton épouse Claire un ouvrage sur les Assyro-Chaldéens du Caucase, ce livre qui a d'ailleurs été récompensé d'un prix académique par l'œuvre d'Orient. Peux-tu nous parler de cette communauté assyro-chaldéenne du Caucase et notamment de celle de Géorgie qui va recevoir la visite du pape? Vous savez, Anthony, quand on a écrit ce livre, on n'aurait jamais pensé que même un éditeur accepterait ce livre, parce qu'on se disait, mais qui va le prendre? Ils vont dire, mais c'est quoi Assyro-Chaldéen? Mais c'est quoi cette région du Caucase? Parce que le Caucase est très très peu connu en France, pour ne pas dire ignoré, et encore moins les Assyro-Chaldéens de cette région. Et voilà qu'aujourd'hui, par cette visite du pape, il remet les Assyro-Chaldéens sur le devant de la scène. Oui, c'était quelque chose d'incroyable il y a quelques mois, et ce qui va, je l'espère, donner à la communauté une vitalité. Alors ces Assyro-Chaldéens dans le Caucase, leur histoire, elle remonte à il y a plus de 2 siècles. Ce ne sont pas des réfugiés venus ni d'Irak, ni de Syrie, ni du Liban. C'est très important de le dire. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de communautés qui sont autochtones plus ou moins. Ils sont dans le pays. Depuis les premiers sont arrivés en 1770. Donc ça fait 250 ans pratiquement que les premiers Assyro-Chaldéens sont arrivés dans ces pays. Alors pourquoi? D'où viennent-ils? Et pourquoi ils ont choisi cette région? Ils viennent d'où? Ils viennent particulièrement du sud-est de la Turquie, ils viennent du Botan, ils viennent du Hakkari, hein, et une partie vient du nord de l'Iran, de la région de l'Azerbaïdjan iranien, hein, parce qu'il y a 2 Azerbaïdjans, du district d'Urmia et de Salamas, qui sont partis au gré des événements politiques dans cette région, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie tsariste était une puissance politique importante dans cette région. Et si les Assyro-Chaldéens sont partis en direction du Caucase, hein, c'est parce qu'il y avait les Russes. Parce que pour eux, face aux Turcs et aux Persans, qui tous les deux étaient musulmans, hein, et où ils subissaient des oppressions de différentes sortes, le refuge pour eux, c'était les Russes. C'est les Russes. D'ailleurs, quand ils allaient au Caucase, ils disaient on va en Russie. À l'époque, il n'y avait pas les indépendances. Tazakh Russia. Alors, du coup, les Russes les ont aidés. Et bien sûr, les Russes les ont utilisés en même temps, puisqu'un certain nombre parmi eux, et ça on le voit aujourd'hui en Géorgie et en Arménie, ont été convertis à l'orthodoxie, qui sont des orthodoxes qui s'expliquent un peu par ce contexte historique. Alors, une partie, au départ, s'est installée au Nakhichevan, qui est à proximité immédiate de la frontière, de l'autre côté de l'Araxe. D'autres, on les a installés en Arménie, et un certain nombre d'Assyro-Chaldéens ont été établis en Azerbaïdjan aussi. Parce qu'à l'époque, l'Azerbaïdjan aussi était sous domination russe. Et en Géorgie, là où le pape va les rencontrer, en Géorgie, ils sont à Tbilissi, qui est la capitale. Ils sont aussi à Gardabani, où il y a une communauté que nous avons rencontrée assyrienne de l'église, assyrienne là-bas. Ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas chaldéens catholiques, à Gardabani, où on a été très bien reçus par notre communauté là-bas. Et il y a aussi à Kanda,
qui n'est pas loin de Tbilissi, où il y a une communauté importante. Et je pense que c'est la première qui est arrivée là-bas en 1770. Ils sont arrivés à Kanda, où ils ne sont pas chaldéens. Ils ne sont pas chaldéens, ils sont assyriens. D'autres, vu la confusion qui a régné et vu l'athéisme de la période soviétique, ils ne savent pas bien comment se situer sur le plan religieux. Et aujourd'hui, grâce au père Benjamin Betiadegar, donc qui est là-bas, je crois, depuis 1997 dans le pays, et son dévouement, vous voyez, tout le travail formidable qu'il fait pour la communauté. Il y a des cours de langue araméenne et il a publié des livres de catéchisme en araméen, en russe et en géorgien, où l'église elle est remplie le dimanche. Il y a beaucoup d'activités autour de la communauté. Voilà, vous voyez un peu quelques grandes lignes de la communauté aujourd'hui en Géorgie. Ils sont estimés à combien, Joseph, à l'heure actuelle? Alors, ce sont des estimations approximatives parce que il y a des recensements dans ces pays, et ce qui est important dans ces pays du Caucase, comme sur l'ensemble de la Russie et de l'ex-Union soviétique, on recense la population par nationalité. C'est-à-dire celui qui dit qu'il est assyrien, il est recensé comme assyrien. Celui qui est arménien, il est arménien. Donc le recensement tient compte aussi de l'appartenance ethnique qu'on appelle narodnost en russe, le peuple. Vous voyez, la notion de peuple, ça fait partie de l'héritage russe depuis l'époque des tsars, ça. C'est pas nouveau, ça. Même s'il n'a pas toujours été respecté dans les faits. Alors selon les estimations des uns et des autres, peut-être leur nombre varierait entre 7 000 et 10 000. Est-ce qu'il serait plus? Parce qu'il y a beaucoup de Géorgiens qui sont partis en Russie. Et beaucoup de Géorgiens qui sont partis après l'ouverture du pays, qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis en Europe ou ailleurs. Combien il en reste aujourd'hui? Certains sont partis à Krasnodar. Ceux de l'Azerbaïdjan, par exemple, pratiquement tout le monde, ou quasiment tout le monde, est parti, sont à Krasnodar, ils sont en Russie. J'ai rencontré, moi, des Assyriens de Géorgie qui ont dit que beaucoup, lors de la guerre civile qui a éclaté dans le pays au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire en 1991-92, il y avait une guerre civile, véritable guerre civile dans le pays. Et à l'époque, beaucoup sont partis. Et comme on a imposé la langue, comme le géorgien est devenu la langue nationale et officielle du pays, ça se comprend d'un point de vue géorgien, ça se comprend tout à fait. Ils veulent devenir maîtres de leur destin, parce qu'ils étaient dominés par le russe avant, mais ça n'a pas été lu interprété de la même manière par la minorité, comme les Assyriens, mais les Assyriens parmi tant d'autres. Il y a les Yézidis là-bas, il n'y a pas que eux. Eux, ils étaient habitués à parler russe. Ils n'étaient pas habitués à parler géorgien. Du coup, un certain nombre, pour des raisons économiques, il y a eu la guerre civile, il y a eu la pénurie dans le pays, le chômage, et pour des raisons aussi politiques, on préférait partir en Russie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Arméniens aussi qui ont quitté l'Arménie, beaucoup de Géorgiens ont quitté, même des Géorgiens de souche ont quitté le pays, et ce qui fait que leur nombre s'est trouvé réduit. Alors, est-ce qu'il serait 7 000, 8 000, au maximum, pour être très optimiste, 10 000? Point d'interrogation. Joseph, ce qui est surprenant dans l'annonce de la visite papale en Géorgie et en Azerbaïdjan, c'est qu'il est inscrit dans le programme visite de la communauté assyro-chaldéenne
dans l'église chaldéenne de Tbilissi. C'est une église chaldéenne consacrée du nom d'un patriarche nestorien, donc assyrien. Pourquoi ce choix du pape d'utiliser ce vocable d'assyro-chaldéen pour désigner enfin l'ethnie qu'il distingue maintenant de façon nette de l'église chaldéenne? Est-ce que ce n'est pas quelque part reconnaître la légitimité de l'usage du terme assyro-chaldéen que nous avons en France depuis la conférence de la paix de Paris? Oui, oui, enfin, je rejoins tout à fait votre question et les explications données à ce sujet. En effet, on peut s'interroger pourquoi dans le programme officiel du Vatican, que ce soit en italien ou en français ou en anglais, il est frappant de constater que le pape rencontre la communauté assyro-chaldéenne et il va à l'église chaldéenne catholique de Saint-Simon le Teinturier. Comment l'interpréter? Enfin, mon avis personnel, quand on réfléchit, on dit, c'est pas étonnant de la part du Saint-Père, du pape François, parce qu'il nous a appris à être fédérateur et œcuménique. Il est fédérateur et économique. Quand on voit toutes ces relations avec les églises orthodoxes, en commençant par le patriarche de Constantinople, Bartholoméos Ier, tous les gestes, tous les gestes qu'il a fait, ses rencontres, son désir de voir que cette famille, cette grande famille chrétienne unie, fédérée ensemble, donc on n'est pas étonné. Ça c'est un premier élément, bien sûr. On n'est pas étonné que le pape ait choisi. Et une deuxième raison, c'est toujours mon interprétation personnelle. Hein, on saura peut-être un peu plus avec le temps pourquoi pour la première fois, dans un document officiel du Vatican, on verra ce qu'il va dire à Tbilissi, que ce terme assyro-chaldéen, et ce terme est déjà utilisé par plusieurs cardinaux arabes. Le cardinal Filoni a utilisé ce terme. J'ai participé avec lui à un débat à l'université catholique de Milano, l'université du Sacré-Cœur. C'est le terme qui a été utilisé. Donc ce terme n'est pas nouveau à l'Église. Il n'est pas nouveau à l'Église, ce terme d'assyro-chaldéen. Une autre raison, c'est que ce terme, il est rassembleur. Parce que dans ce terme, on retrouve l'Église nestorienne, assyrienne, et l'Église chaldéenne. Vous voyez, et le pape ayant ce souci d'unité, d'œcuménisme, il ne faut pas oublier que depuis 1994, le pape, le saint Jean-Paul II et sa sainteté, le patriarche Mardancha, ils ont signé une déclaration christologique commune mettant fin à ces querelles christologiques qui ont trop duré, qui ont duré plus de 1500 ans entre les deux. Donc il y a une pratique de la part du Vatican et une ligne qui semble se développer comme quoi il faut travailler pour la fédération et non pour la séparation. Ce qui explique peut-être le choix de ce terme d'assyro-chaldéen comme à la fois comme fédérateur sur le plan religieux et comme un terme ethnico-national. Vous voyez, en Géorgie, on parle des Assyriens. En Arménie, le président de la République Sarkissian a reconnu le génocide assyrien. Mais dans le mot assyrien, il englobait tout le monde. Vous voyez, il ne séparait pas chaldéens et assyriens.
Et le pape également, et ça c'est une chose extrêmement importante, le 12 avril 2015, lors de l'homélie prononcée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, où il a reconnu le génocide arménien, suivant en cela Jean-Paul II, il a déjà reconnu, et il le dit dans ce discours, et il rajoute, c'est ça qui est extraordinaire, il a rajouté, et le génocide des Chaldéens, Assyriens, Syriaques, catholiques et orthodoxes. Donc vous voyez le souci de la fédération de ces communautés, c'est quelque chose d'assez constant, vous voyez, chez le pape. Quoi. Mais vous n'êtes pas étranger à cela, Joseph, puisque vous multipliez depuis longtemps les démarches, les écrits, vous échangez avec le Saint-Siège et je pense que vous avez joué aussi un rôle déterminant dans la reconnaissance du génocide assyro-chaldéen, notamment par l'envoi de votre livre sur le génocide assyro-chaldéen qui est paru à l'occasion du centenaire. Il y a aussi toutes ces interventions qui ont porté leurs fruits. Je citais tout à l'heure le cardinal Filoni, qui est le préfet de la congrégation Propaganda Fide de l'évangélisation des peuples, avec qui j'ai des relations de respect, d'estime et d'amitié. Lui-même qui avait découvert le génocide assyro-chaldéen quand il était nonce apostolique en Irak déjà, où il avait pendant des années retenu dans sa nonciature apostolique, parce que c'était la guerre, les Américains étaient intervenus, c'était en 2003, ils avaient envahi le pays, où il a découvert dans les documents de la nonciature apostolique des textes, notamment de Pierre Aziz, l'évêque de Salam, Pierre Aziz, qui parlait de la tragédie à Salam et l'exode vers le Caucase. Il avait trouvé un autre texte, celui du père Dominique Béret, qui était un dominicain, qui était déporté à Mardin. Et je crois que ce texte l'a beaucoup marqué. Et quand j'avais rencontré le cardinal Filoni à Milan, et depuis je suis en relation avec lui, oui, j'ai senti il y a comme si au Vatican il y avait une prise de conscience assez nette que ce peuple a commis un génocide, et je pense que le cardinal Filoni y est pour beaucoup, oui, dans cette transmission au pape, bon, sans vouloir entrer dans le détail. Je pense que ça a été aussi déterminant. Quand mon livre était sorti, j'avais pris des contacts avec le Vatican pour rencontrer sa sainteté, le pape. J'avais fait quelques premières démarches. J'avais envoyé mon livre au pape. J'avais reçu une réponse de la part de la secrétaire d'État, comme quoi le pape a reçu le livre, il vous bénit, il bénit votre peuple, et il est conscient que ce peuple donc a été victime d'un génocide. Il y a eu dans le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, qui paraît en plusieurs langues. Il est quotidien en italien, il est hebdomadaire en français et en anglais. Dans l'édition hebdomadaire en français, pardon, la même dans laquelle il y a le discours du pape reconnaissant le génocide arménien assyro-chaldéen, il y avait une recension sur mon livre. Depuis, j'ai eu d'autres contacts. J'ai été invité à l'université Urbaniana à Rome à un débat autour du livre de son éminence le cardinal Filoni, débat auquel participait également notre patriarche Monseigneur Sacco.
Et il y avait plusieurs évêques chaldéens qui étaient présents dans la salle parce qu'ils tenaient en même temps un synode à Rome. Donc il y a eu comme ça des choses, des initiatives d'ici et là qui se sont multipliées et qui portent aujourd'hui leurs fruits. Joseph, justement, tu as assuré parfaitement la transition en évoquant notre patriarche et les évêques de l'Église chaldéenne qui vont se réunir en synode à la fin du mois au nord de l'Irak. Et le patriarche a annoncé à l'agence Fides qu'il irait en personne accueillir sa sainteté en Géorgie aux côtés de la communauté assyro-chaldéenne. Pourquoi le patriarche a-t-il pris cette décision tout juste après le synode d'aller rencontrer le pape en Géorgie? Enfin, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Je pense qu'il faut poser plutôt la question à sa béatitude, le patriarche. Le synode a lieu, je crois, et il a lieu du 21 au 26. J'avais regardé à plusieurs reprises sur le site de l'église chaldéenne si cette visite du pape était annoncée. Je peux me tromper, mais j'avais rien vu. Les premiers jours, j'avais rien vu sur le... Et voilà que maintenant, donc le patriarche a déclaré à l'agence, notamment à l'agence Fides, comme quoi il allait l'église chaldéenne, et quand même, il va dans une église chaldéenne de l'église communauté assyro-chaldéenne. Et je pense là, il y a matière à réflexion. Il y a matière à réflexion qui devrait nous apprendre, un peu plus le sens du rapprochement, de l'unité, malgré les problèmes. Il y a des problèmes, mais partout il y a des problèmes. Les Chaldéens eux-mêmes sont divisés. Les Assyriens ont leurs problèmes, les Syriaques ont leurs problèmes, mais cela ne doit pas empêcher l'essentiel qui est l'unité de ce corps, de ce patrimoine, de cette communauté qui a des spécificités à elle, au-delà des divisions politiques, au-delà des divisions religieuses, au-delà du concile d'Éphèse, au-delà du concile de Chalcédoine, au-delà des deux unités, ou une unité treknoumi, trekian et gouchaparsupa, au-delà des problèmes politiques, ce qui unit ces communautés est beaucoup plus fort que ce qu'il est. Donc on devrait apprendre une leçon d'humilité et un souci d'œcuménisme, et c'est réjouissant que sa béatitude aille avec les évêques, les 13 évêques, je lisais dans le document, et c'est aussi quelle leçon on en tire. On devrait en tirer la leçon de se rapprocher davantage des Assyriens. Vous savez, dans ces pays du Caucase, le mot chaldéen est nouveau, je peux vous dire. Même ceux qui sont chaldéens, ils se disent Assyriens. Akhnach aturaïch. يعني أنا لين شمية طامة لين شمية ناشي لأمري أخنخ إيوخ كلداي خبرة كلداي خبرة خاتي يعني أوهاتي بيتة خيا قاوتنا أتي من أرمي وسلامس يمرو أخنخ سورايخ أطورايخ كلداي إلى خائطة ليلة خأمتا يعني ليلة خأمتا ليلة خكيانة يعني بريشة من كيانة أطوراي كلدنا بخازت كبيرة من زوجة من أطوراي يعني لت لا وبخا لامس ديوما أمر أو إلي كلدايا أو إلي أطوراي. Et la plupart des Chaldéens, ils vivent au nord de l'Irak. Et au nord de l'Irak, à ce que je sache, tous les documents le disent sur 2000 ans, y compris de l'Église, il dit Pnita Atur, Pnita, région, Atur. On lit Ebed Jésus de aussi Mar Odishu Barsoua, qui était métropolite d'Arménie.
au XIIIe siècle. Il était métropolite d'Arménie. Il dit Atur, il est très difficile pour nous, et c'est dangereux, et c'est un danger de séparer les deux termes. Maintenant, si les autres n'acceptent pas, mais il faut être patient, il faut laisser le nom de côté et aller vers ce qui nous rapproche. Parlons de notre langue, qui est la même. Parlons de notre héritage culturel, qui est le même. Mar Narsai nous unit. Narsai était un des pères de l'église nestorienne, et voilà que Mar Narsai est une référence pour l'église chaldéenne. Théodorus de Mopsuest, il est considéré comme le père de l'église, mais c'est une référence y compris pour nous. Nestorus lui-même, il y a une liturgie qui porte son nom et que l'église chaldéenne répète à certains moments de l'année. Et on peut ainsi multiplier les exemples. Et puis pensons que notre église n'est pas irakienne. Et le voyage du pape l'illustre. L'histoire retiendra que le premier contact officiel, la première rencontre officielle n'a pas eu lieu en Irak. Elle a eu au cœur du Caucase, elle a eu en Géorgie. Oui. Et ça, je crois, on devrait méditer là-dessus et retenir que notre Église dépasse les frontières de l'Irak. Elle est mésopotamienne et elle va au-delà de la Mésopotamie. La preuve en est cette visite en Géorgie. Vous voyez, je pense, en termes de symbole, elle est très importante et on devrait méditer là-dessus et ne pas faire l'amalgame après entre les réfugiés irakiens qui sont au Caucase et la communauté locale. Dans le programme, il n'est pas dit les réfugiés. Il est dit local, le terme de local est utilisé. C'est-à-dire comme une des églises de Géorgie, mais qui est assyro-chaldéenne, quoi. Ce sera le mot de la fin. هوطرابة بسيمة ملبانا جوزيف يعقوب هذا بنجوب دخل بقارة ديان يمتخيرو خار هذا خد دصيتا دا أسيريا تيفي بزالا هم اللي أطرد يورجستان ومن تاما برسو خرزة رش زيارتا مارن بابا لبني عمنا طورايا يوم ديتا تفلس هوطرابة بسيمة ملبانا والدنيا خيتا بسيمة.